La liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut. C'est ne pas se soucier de ce que les autres pensent quand on le fait. Alors que la plupart des philosophes proposaient de grands systèmes pour expliquer l'existence, Michel de Montaigne a découvert quelque chose de plus précieux. Comment vivre réellement libre dans un monde qui ne l'est pas? Son secret n'était ni la révolution ni le retrait, c'était l'indifférence sélective. Nous poursuivons des carrières que nous détestons pour le statut. Nous taisons nos vraies pensées pour nous intégrer. Nous nous épuisons à satisfaire des normes que nous n'avons jamais choisies. Et nous faisons tout cela parce que nous craignons le jugement plus que nous ne valorisons la liberté. Mais il y a 500 ans, dans une tour du sud-ouest de la France, Montaigne a rompu ce schéma et nous a laissé une feuille de route pour que nous puissions faire de même. Ses contemporains l'ont qualifié de scandaleux. Les psychologues modernes l'appellent révolutionnaire. Je l'appelle la philosophie la plus pratique jamais conçue pour bien vivre dans un monde destiné à vous maintenir mentalement asservi. La question n'est pas de savoir si l'approche de Montaigne en matière de liberté fonctionne. La science moderne l'a confirmé. La question est de savoir si vous êtes assez courageux pour l'utiliser. Quand nous pensons aux philosophes qui ont changé notre vision de la liberté, nous pensons aux grands bâtisseurs de systèmes. Rousseau attaquant le conformisme social, Mill défendant la liberté individuelle, Nietzsche exigeant que nous créions nos propres valeurs. Mais ces penseurs partagent un défaut fatal. Ils ont prescrit la liberté sans montrer comment l'atteindre psychologiquement. Ils nous ont dit quoi penser de la liberté sans nous montrer comment nous sentir libres. Montaigne était différent. Alors que ses contemporains débattaient de théories abstraites, Montaigne s'est tourné vers l'intérieur. Il ne voulait pas seulement comprendre la liberté, il voulait l'expérimenter directement. Et il a découvert que la vraie liberté ne commence pas par changer le monde, mais par changer notre façon de nous y rapporter. L'essence de l'approche de Montaigne n'est pas compliquée. La plupart des souffrances humaines proviennent du fait que nous nous soucions trop de choses qui échappent à notre contrôle. Nous sommes obsédés par les opinions des autres. Nous nous torturons avec des normes impossibles. Nous nous épuisons à essayer de paraître importants, vertueux ou exceptionnels. Ce faisant, nous sacrifions la seule liberté qui compte, la liberté d'être confortablement nous-mêmes. La solution de Montaigne n'était pas d'arrêter complètement de se soucier. C'était d'être stratégique sur ce qui vous importe. De détourner votre attention et votre énergie émotionnelle de ces choses qui épuisent sans récompenser. De diriger vos ressources psychologiques limitées vers ce qui enrichit réellement votre vie. Les parallèles avec la psychologie moderne sont frappants. Ce que Montaigne appelait l'art de ne pas se soucier, les thérapeutes l'appellent maintenant l'acceptation radicale. Ce qu'ils pratiquaient comme indifférence stratégique, nous l'appelons maintenant établir des limites. Ces idées sur l'anxiété sociale et la gestion des impressions anticipent parfaitement les recherches sur ce que les psychologues appellent l'effet projecteur. Notre tendance à surestimer à quel point les autres nous remarquent et nous jugent. Mais connaître ces principes intellectuellement est différent de les vivre. Montaigne n'a pas seulement enseigné la libération du souci, il l'a démontré en écrivant d'une manière qui a choqué ses contemporains. Il a discuté de ses fonctions corporelles, de ses insuffisances sexuelles et de ses erreurs embarrassantes. Il a admis ses confusions intellectuelles et ses défaillances morales. Il a rejeté la prétention d'avoir tout compris. Ce faisant, il a découvert quelque chose de révolutionnaire. Moins il se souciait de paraître parfait, plus il pouvait s'exprimer parfaitement. Moins il s'inquiétait de paraître sage,
plus la sagesse coulait à travers lui. Moins il essayait de paraître important, plus ses mots avaient d'impact. Mais comment traduire les idées séculaires de Montaigne en liberté pratique dans nos propres vies? Comment atteindre le type d'indépendance psychologique qu'il a modelé? J'ai identifié 5 pratiques fondamentales dans les essais de Montaigne qui forment ce que j'appelle son protocole de liberté. Des étapes concrètes pour vous libérer d'un souci excessif et retrouver l'autonomie psychologique. Ce ne sont pas des théories abstraites, mais des interventions directes sur la façon dont vous traitez le jugement social, l'anxiété de statut et l'autocritique. Pratique 1. L'embarras intentionnel. La première pratique du protocole de liberté de Montaigne consiste à apprendre à survivre à ce que vous craignez le plus, l'embarras public. Montaigne a choqué les lecteurs en discutant de son impuissance, de sa mauvaise mémoire, de son intelligence médiocre. Non pas comme des confessions, mais comme des faits neutres. Il a décrit les fonctions de son corps sans honte. Il a admis ses erreurs sans s'auto-flageller. Et à travers cette auto-exposition délibérée, il a découvert quelque chose de profond. L'embarras perd son pouvoir lorsque vous cessez de le fuir. Cela correspond parfaitement à ce que les psychologues appellent maintenant thérapie d'exposition pour l'anxiété sociale. En vous exposant volontairement à de petites doses de ce que vous craignez, vous désensibilisez votre système de détection des menaces. Le résultat redouté devient gérable plutôt que catastrophique. Montaigne n'a pas seulement théorisé cette approche, il l'a vécue. Dans un essai, il admet qu'il ne peut parfois pas performer sexuellement. Dans un autre, il avoue oublier les noms des choses communes, même ceux de ses propres serviteurs. Il discute de ses problèmes digestifs et de ses moments sociaux maladroits. Et à travers ces révélations, il ne fait pas que survivre, il s'épanouit. Car il découvre que ce qui terrifie la plupart des gens, être vu comme imparfait, n'a pratiquement aucune conséquence négative lorsqu'on l'accepte volontairement. En fait, cela crée une connexion authentique à travers la vulnérabilité partagée. La pratique est simple. Identifiez ce que vous craignez que les autres découvrent à votre sujet. Puis, révélez-le stratégiquement selon vos propres conditions avant qu'ils ne puissent l'utiliser contre vous. Non pas comme une confession honteuse, mais comme un fait neutre sur l'être humain. Quand vous faites cela, 3 choses se produisent. Premièrement, vous découvrez que les conséquences sont bien moins graves qu'imaginées. Deuxièmement, vous reprenez le contrôle de votre propre récit. Et troisièmement, vous réalisez que ce que vous avez protégé si férocement, l'image de perfection, n'a jamais valu le coût psychologique de son maintien. Pratique 2. Le miroir des autres. La deuxième pratique du protocole de liberté de Montaigne consiste à utiliser les jugements des autres non pas comme des verdicts sur votre valeur, mais comme des miroirs révélant leur propre caractère. Montaigne a réalisé quelque chose de profond. Une critique sévère vous en dit beaucoup plus sur le critique que sur vous. Lorsque quelqu'un réagit avec une négativité disproportionnée à vos choix, il expose ses propres peurs, insécurité et contraintes, pas vos défauts. Dans son essai de la présomption, Montaigne note comment, lorsque les gens l'attaquent pour ses idées non orthodoxes, ils révèlent leurs propres pensées rigides. Quand ils se moquent de son mode de vie simple, ils exposent leur propre anxiété de statut. Quand ils critiquent sa discussion ouverte sur des sujets tabous, ils montrent leur propre honte et répression. Ce que Montaigne pratiquait intuitivement, la psychologie moderne le confirme empiriquement.
Le principe psychologique de projection démontre que nous jugeons le plus sévèrement chez les autres ce que nous craignons le plus en nous-mêmes. Les traits qui déclenchent les réactions négatives les plus fortes en nous sont souvent ceux que nous avons réprimés ou niés dans notre propre psyché. Mettre en œuvre cette pratique nécessite un changement simple mais profond. Face au jugement, demandez-vous ce qu'il révèle sur le juge, pas ce qu'il signifie pour vous. Leur critique découle-t-elle de leur propre insécurité, de leur besoin de contrôle, de leur conditionnement social non examiné? Cela ne signifie pas rejeter tous les commentaires. Une critique valable, axée sur des comportements spécifiques, plutôt que sur votre caractère, mérite d'être prise en considération. Mais cela signifie reconnaître que le jugement excessif ou émotionnellement chargé des autres vous concerne rarement. Quand vous faites ce changement, quelque chose de remarquable se produit. Le jugement social perd son aiguillon parce que vous le reconnaissez pour ce qu'il est habituellement. Le matériel émotionnel non traité d'autres personnes projeté sur vous. Leurs jugements deviennent des données sur eux plutôt que des verdicts sur vous. Et dans cette reconnaissance réside la liberté. La liberté de vivre sans le besoin épuisant de gérer les émotions et les impressions de tous les autres. Pratique 3. Étudier les contradictions. La troisième pratique du protocole de liberté de Montaigne se concentre sur l'exposition délibérée à des perspectives contradictoires, jusqu'à ce que la certitude elle-même devienne suspecte. Montaigne était obsédé par la collecte de croyances humaines contradictoires. Il a documenté comment les normes de beauté, de moralité et de sagesse varièrent radicalement à travers les cultures et les périodes historiques. Il a noté comment les philosophes arrivaient à des conclusions opposées à partir des mêmes preuves, comment les autorités religieuses se contredisaient tout en revendiquant une guidance divine, comment des coutumes considérées comme naturelles dans une société étaient tabous dans une autre. Son but n'était pas le relativisme, mais la libération du dogme. En s'immergeant dans la contradiction, il a desserré l'emprise de la certitude sur son esprit. Si des personnes également intelligentes pouvaient arriver à des conclusions opposées sur les fondamentaux, alors la confiance absolue dans n'importe quelle position devenait discutable, y compris les jugements rigides de sa propre société. Cette pratique reflète ce que les psychologues appellent maintenant la flexibilité cognitive, la capacité à maintenir plusieurs perspectives simultanément sans engagement prématuré envers un seul point de vue. Les études montrent que cette compétence est fortement corrélée à la résilience psychologique, à la résolution créative de problèmes et à la réduction de l'anxiété. La pratique est simple à comprendre, mais difficile à mettre en œuvre. Recherchez délibérément les arguments les plus forts contre vos croyances les plus chères. Lisez des penseurs avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Étudiez des cultures dont les valeurs diffèrent des vôtres. Examinez les périodes historiques où ce que votre société considère comme évident était considéré comme absurde, et vice-versa. Le but n'est pas le cynisme ou le détachement total des valeurs. C'est la libération de la tyrannie de la certitude non examinée, particulièrement la certitude sur ce qui est normal, approprié ou nécessaire dans votre façon de vivre. Quand vous vous immergez dans la contradiction, les jugements sociaux perdent leur qualité absolue. Ils deviennent juste une perspective parmi de nombreuses perspectives possibles. Une qui domine dans votre temps et lieu particulier en raison d'un accident historique plutôt que d'une vérité universelle. Et dans cette réalisation se trouve la liberté de choisir vos valeurs consciemment plutôt que de les absorber inconsciemment de votre environnement social.
Pratique 4. L'auto-moquerie stratégique. La quatrième pratique du protocole de liberté de Montaigne implique une approche contre-intuitive de l'auto-présentation. L'auto-moquerie stratégique. Montaigne a découvert quelque chose de paradoxal. Plus vous vous prenez au sérieux, plus vous devenez vulnérable au contrôle social. Lorsque votre identité est investie dans le fait de paraître intelligent, vertueux ou important, les autres gagnent du pouvoir sur vous à travers leur capacité à remettre en question ces qualités. Mais lorsque vous vous moquez librement de vos propres limites, vous devenez étrangement invulnérable. Tout au long de ses essais, Montaigne se moque de lui-même. Il plaisante sur sa mauvaise mémoire, ses divagations mentales, ses limitations physiques. Il se présente non pas comme le sage dispensant la sagesse d'en haut, mais comme un humain confus, documentant ses pensées sinueuses. Et à travers cette auto-moquerie, il atteint ce que les psychologues appellent maintenant l'antifragilité psychologique, la capacité non seulement à résister aux défis sociaux, mais à devenir réellement plus fort grâce à eux. En assumant ses limites avant que d'autres ne puissent les utiliser contre lui, il transforme les vulnérabilités potentielles en source d'authenticité et de connexion. Cette pratique contrecarre directement ce que les psychologues sociaux appellent la gestion des impressions, le travail épuisant de maintenir une image publique sans faille. Les études montrent que cette surveillance constante épuise les ressources cognitives, augmente l'anxiété et paradoxalement rend l'évaluation négative plus probable à travers une nervosité visible et un comportement inauthentique. Mettre en œuvre cette pratique demande du courage. Identifiez les aspects de votre image de soi que vous protégez le plus férocement, puis trouvez des moyens de vous en moquer doucement avant que d'autres ne le puissent. Si vous êtes fier de votre intelligence, plaisantez sur vos moments de confusion. Si vous valorisez votre productivité, riez de vos tendances à la procrastination. Ce n'est pas de l'autodépréciation par manque d'estime de soi, c'est de l'auto-moquerie stratégique issue d'une auto-acceptation sécurisée. La différence est cruciale. Vous ne vous rabaissez pas. Vous démontrez que votre valeur n'est pas conditionnée à la perfection dans aucun domaine. Lorsque vous pratiquez l'auto-moquerie stratégique, le jugement social perd son influence. Les autres ne peuvent pas utiliser vos imperfections contre vous lorsque vous les avez déjà reconnues avec humour. Le besoin désespéré de paraître sans faille se dissout, remplacé par la liberté d'être imparfaitement humain. Pratique 5. La conscience physique. La cinquième et dernière pratique du protocole de liberté de Montaigne peut sembler étrange par rapport aux autres. Cultivez une conscience aiguë de votre existence physique. Montaigne croyait que la préoccupation excessive pour le jugement social découle en partie de la déconnexion de notre réalité physique. Lorsque nous sommes absorbés par la comparaison sociale, l'anxiété de statut et la gestion des impressions, nous vivons dans des constructions mentales abstraites, plutôt que dans la réalité concrète de notre existence corporelle. Sa solution était radicale, une attention régulière et délibérée aux sensations physiques, faim, douleur, plaisir, fatigue, comme ancrage contre l'obsession sociale. Il a documenté ses expériences corporelles avec une franchise inhabituelle, des processus digestifs aux rencontres sexuelles, non pas pour choquer, mais comme une pratique pour s'ancrer dans la réalité matérielle. Cette pratique présente des parallèles remarquables avec les approches contemporaines de pleine conscience. La recherche moderne confirme que la conscience centrée sur le corps réduit la rumination, l'anxiété sociale
et les préoccupations de statut. En ancrant l'attention dans la sensation physique, nous interrompons les boucles de pensée abstraites qui alimentent le souci excessif du jugement social. La version de Montaigne de cette pratique était simple, mais puissante. Tournez régulièrement l'attention vers l'expérience corporelle directe. Remarquez la faim sans la satisfaire immédiatement. Observez la douleur sans aversion immédiate. Expérimentez le plaisir sans s'y accrocher. Ressentir la fatigue sans la combattre. Le but n'est pas l'ascétisme ou l'indulgence sensorielle, mais la libération de la tyrannie des abstractions sociales. Lorsqu'on est immergé dans la conscience corporelle, les préoccupations concernant la réputation, le statut et la gestion des impressions reculent naturellement. L'écart entre qui vous êtes et qui vous pensez devoir être, la principale source de souffrance psychologique, se referme temporairement. Cette pratique crée la liberté, non pas en changeant les circonstances externes, mais en changeant ce à quoi vous prêtez attention. Lorsque vous êtes pleinement présent dans votre corps, vous êtes momentanément libéré de la comparaison sociale, de l'anxiété de statut et de la performance épuisante de l'identité. Et dans cette libération réside une vérité profonde. Une grande partie de ce que vous pensez important, les jugements des autres, le statut social, l'autoprésentation parfaite, n'est pas intrinsèquement important, mais n'a de pouvoir que par votre attention soutenue. La liberté ultime. Si vous avez été attentif, vous avez probablement remarqué quelque chose de frappant à propos du protocole de liberté de Montaigne. Il ne nécessite pas de changer le monde, de se retirer de la société ou d'atteindre un statut spécial. Il exige seulement de changer votre relation au jugement, tant celui des autres que le vôtre. Et c'est l'idée révolutionnaire au cœur de la philosophie de Montaigne. La liberté n'est pas principalement une condition politique, c'est un état psychologique. Les contraintes externes comptent, mais la plupart des personnes qui possèdent une liberté théorique vivent encore dans un asservissement psychologique au jugement social, à l'anxiété de statut et à l'autocritique. Ce que Montaigne offre est quelque chose de plus précieux que la théorie politique. C'est une méthode pratique pour expérimenter la liberté indépendamment des circonstances externes. Une façon de vivre qui ne nécessite ni richesse, ni statut, ni privilèges spéciaux. Un chemin accessible à quiconque est prêt à examiner ses schémas de préoccupation et à réallouer stratégiquement ses ressources psychologiques. Le test ultime de l'approche de Montaigne n'est pas de savoir si elle semble bonne en théorie, mais si elle fonctionne en pratique. Et ici, les preuves sont claires. La recherche en psychologie positive, en thérapie cognitivo-comportementale et dans les traditions contemplatives, confirme ce que Montaigne a découvert par auto-expérimentation. Le souci stratégique est le fondement du bien-être psychologique. Les études montrent que les personnes qui se soucient moins de l'approbation sociale rapportent plus de bonheur et de satisfaction dans la vie. La recherche démontre que la réduction de la gestion des impressions est corrélée à de meilleurs résultats en matière de santé mentale. La littérature psychologique confirme que l'acceptation de l'imperfection prédit une anxiété et une dépression moindres. Mais peut-être que la preuve la plus convaincante est expérientielle. Lorsque vous commencez à pratiquer le non-souci stratégique, lorsque vous survivez à l'embarras sans vous effondrer, lorsque vous reconnaissez les jugements des autres comme des projections, lorsque vous étudiez les contradictions jusqu'à ce que la certitude desserre son emprise, lorsque vous vous moquez de vous-même avant que d'autres ne le puissent, lorsque vous vous ancrez dans la réalité physique,
plutôt que dans les abstractions sociales. Quelque chose de profond se produit. Vous commencez à goûter ce que Montaigne appelait le plaisir le plus délicieux, le plaisir d'être simplement, sans excuse, vous-même. Mais voici ce que Montaigne ne nous dit pas, ce que les résumés soignés de sa philosophie omettent toujours. Ce chemin a un coût. Pratiquer le non-souci stratégique, c'est voir beaucoup de vos récompenses sociales diminuer, au moins temporairement. Se soucier moins d'impressionner les autres signifie recevoir moins de la validation qui vient d'une gestion réussie des impressions. Il y a une raison pour laquelle la plupart des gens restent psychologiquement asservis au jugement social, malgré le fait qu'ils savent mieux. Les récompenses de la conformité sont immédiates et tangibles. Approbation, inclusion, avancement. Les récompenses du non-souci stratégique sont subtiles et différées. Expression de soi authentique, liberté psychologique, connexion authentique. L'approche de Montaigne nécessite d'échanger la confiance socialement construite contre un véritable confort avec l'incertitude. Elle exige d'échanger le plaisir fugace des éloges contre la satisfaction plus profonde de l'authenticité. Cela signifie sacrifier l'illusion d'avoir tout compris pour la réalité de la découverte perpétuelle. La question qui reste n'est pas de savoir si le secret de liberté de Montaigne fonctionne. 5 siècles de lecteurs trouvant la libération à travers ses essais suggèrent que oui. La recherche psychologique moderne confirme ces principes fondamentaux. La question est de savoir si vous êtes prêt à payer le prix d'entrée. Pratiquer le non-souci stratégique dans un monde obsédé par la performance sociale n'est pas facile. Privilégier l'expression authentique de soi aux récompenses sociales demande du courage. Maintenir la liberté face au jugement tout en restant engagé dans la société exige une vigilance constante. Mais pour ceux qui sont prêts à parcourir ce chemin, quelque chose de remarquable les attend. Pas la vie parfaite promise par les gourous de la productivité et les livres de développement personnel. Pas le bonheur sans faille commercialisé par les influenceurs du bien-être. Quelque chose à la fois plus modeste et plus profond. La liberté d'être imparfaitement, authentiquement vous-même dans un monde qui vous pousse à être tout sauf cela. La liberté que Montaigne a découverte n'est pas la liberté de toutes les contraintes. C'est la liberté des contraintes inutiles, celles que nous nous imposons à travers un souci excessif pour des choses qui ne le méritent pas. Dans sa tour du sud-ouest de la France, entouré de livres mais regardant vers l'intérieur, Montaigne a trouvé ce que les philosophes avant et depuis ont manqué. L'expérience directe de la liberté disponible à travers le non-souci stratégique. Pas la liberté comme concept abstrait ou objectif politique lointain, mais la liberté comme réalité psychologique vécue. C'est la révélation essentielle cachée en pleine vue tout au long de ces essais. Vous êtes déjà libre. Vous avez simplement besoin d'arrêter de vous soucier des choses qui vous font l'oublier. Mais je ne vous ai pas parlé de l'expérience la plus radicale de Montaigne en matière de non-souci, celle que même ses admirateurs trouvent difficile à accepter, celle qui a poussé sa philosophie à son extrême logique et a révélé quelque chose sur la liberté que la plupart d'entre nous ont trop peur de reconnaître. L'expérience qui répond à la question « Jusqu'où le non-souci stratégique peut-il vraiment vous mener ?»